Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous pour cette nouvelle émission de Parlons Patrimoine. Aujourd'hui, notre édito, Le roi est mort, vive la reine. Ce vieil adage en anglais pourrait se traduire aujourd'hui par la croissance est morte, vive la value. Depuis quelques mois, nous vous encourageons à vous concentrer sur ce secteur en privilégiant les banques, la téléphonie et Orange en particulier. Cette quinzaine encore, nous ne changeons pas notre point de vue. Quand je vois les gifles que prennent certains fonds de croissance qui étaient promis un si bel avenir à la fin de l'automne dernier, c'est un hiver russe qu'ils sont en train de connaître. Et j'espère très sincèrement qu'ils n'auront pas à connaître un nouveau Stalingrad. Pour les fonds H2O, que vous êtes beaucoup à détenir, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Les fonds de stratégie taux et obligations se redressent. En revanche, les parts SP, side pocket, se dévalorisent et nous n'y pouvons rien. Elles sont bloquées. On conserve la stratégie taux et obligations avec comme principal vecteur H2O multimonde. Je finis par un graphique. Il compare deux bons fonds d'action européennes, l'un Value Centifolia et l'autre Croissance comme geste Renaissance Europe. On voit très bien que le graphique, qu'à partir de 2018, la croissance n'a cessé de l'emporter sur la value. On a l'impression, et on le verra plus tard, que les choses sont peut-être en train de s'inverser. Cela dit, cette fois, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas son sujet dont je veux débattre. Les derniers débats ont été consensuels et là, j'espère que celui-ci va l'être un peu moins. Deux sociétés ont récemment fait la une de l'actualité et vous en avez tous entendu parler. Orpea, qui à la suite de révélations de maltraitance dans deux EHPAD a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année, et EDF, qui a cédé 20% depuis le début de l'année et ne vaut plus que 10% de sa valeur la plus haute, une sorte de France Télécom. Les deux avaient de très belles notes ESG, qui veut dire environnement, social et gouvernance. La première chute du fait d'une gestion sociale catastrophique, la seconde s'effondre du fait d'une gouvernance en fonction d'objectifs politiques, rachat d'Areva, vente d'électricité à perte aux concurrents, prix d'électricité décidé par l'État, cafouillage sur le nucléaire. Les notations ESG sont du bidon, de la poudre aux yeux. Personne ne vérifie vraiment et on se base sur des réponses à des questionnaires envoyés à des entreprises sans réelle investigation, mais plus avec des a priori. L'ESG est sans doute la norme du futur et le sujet est entendu, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment sérieux pour vous garantir quoi que ce soit. Sanso faisant partie des spécialistes de l'ESG, je vais demander à Michel Ménidos, son directeur général, de démarrer le débat avec une première réaction. Bonsoir Michel. Bonsoir Bernard, et merci pour cette introduction et cet édito pour le moins provocateur. Je retiens 3 points, donc value growth, la messe est dite, c'est bien provocateur aussi. H2O, ça, on sait depuis longtemps que c'est très, très provocateur. Et bon, on va se concentrer sur l'ESG, puisqu'effectivement, comme tu viens de le répéter, c'est quelque chose qu'on fait chez Sanso depuis très longtemps. Ça devient mainstream aujourd'hui. Je crois que, comme sur les autres sujets, sur l'ESG, il faut éviter de tirer des conclusions hâtives, même de ces deux exemples. Je pense que plutôt qu'une norme, on peut dire que l'ESG, c'est devenu véritablement incontournable, car aujourd'hui, quand on analyse une boîte, on considère, à juste titre, je crois que de mauvaises pratiques, tant sur les aspects environnementaux que sociaux ou de gouvernance, sont véritablement préjudiciables pour le futur des parties prenantes, en fait, au même titre que de mauvaises pratiques comptables ou financières. C'est l'analogie sur l'extra-financier. Moi, je crois qu'il ne faut pas attendre non plus de l'analyse extra-financière une garantie de bonne pratique pour le futur. De la même façon que les analystes financiers n'anticipent pas ou très rarement les profit warnings, eh bien, les analystes extra-financiers peuvent ne pas voir certaines pratiques dans leurs analyses. Est-ce qu'on doit tout jeter lorsqu'on s'est trompé sur une société? Moi, je ne le crois pas. Maintenant, si la question est doit-on faire confiance les yeux fermés à ces instituts de notation? La réponse, évidemment, est non. Quand on reprend le premier exemple que tu as cité, Orpea, alors Orpea jouissait, c'est vrai, de bonnes appréciations chez certains providers d'analyse extra-financière. Chez MSCI ESG Research, qu'on utilise chez Sanso depuis de nombreuses années, la note de la société est en revanche relativement moyenne. On ne peut pas parler d'excellent positionnement à ce niveau-là.
Alors, c'est toujours, il faut bien le voir, un positionnement relatif à un segment d'activité homogène. On ne va pas comparer Orpea avec une boîte pétrolière ou une boîte de techno. Donc, il y avait une note relativement moyenne, avec notamment ce qu'on soulignait à l'époque, c'était des faiblesses dans la gestion des ressources humaines. Pas du tout ce dont la société est accusée aujourd'hui, notamment donc, au niveau des gestions des conflits sociaux. Il y avait quelques soucis à ce niveau-là. Puis, il y avait aussi une note en termes de controverse qui était relativement moyenne, du fait de supposer malversation dans la cession d'une maison de retraite dans le passé. Donc, voilà. Mais rien à voir avec ce dont il s'agit aujourd'hui. Donc, pour nous, la combinaison de ces deux vues avec un profil financier qui n'était pas si attractif que ça, ont fait qu'on n'était pas sur ce titre, heureusement. Alors oui, maintenant, les notes, évidemment, ont été revues à la baisse. Mais là aussi, j'ai envie de dire exactement de la même façon que l'aurait fait un analyste financier après un profit warning. Donc, voilà, le profit warning arrive et il est indiqué par la société. En général, on a une batterie de révision en baisse dans les jours ou les semaines qui suivent. Alors, il me semble que le choix de l'institut de notation, il est évidemment très important. Nous, on y a effectivement passé beaucoup de temps. Et je suis aussi d'accord sur le fait que, contrairement aux analystes financiers, on laisse potentiellement dire n'importe quoi sur n'importe qui et n'importe quand. La publication d'analyse extra-financière, elle n'est pas encore réglementée comme l'est l'analyse financière classique. Et ça, c'est un vrai problème. Vous savez que les analystes financiers ne peuvent pas dire n'importe quoi à n'importe quel moment dans l'année, notamment au regard des publications périodiques. Donc, ça fait, il me semble, plus que jamais partie du travail de gérant que de s'assurer de la qualité de ses sources d'information sur le financier. Je vais vous arrêter, Michel. On a bien compris votre point de vue. Donc, le point de vue essentiel, c'est comme dans toute analyse, il y a des couacs et des erreurs. Et de toute façon, il y en aura toujours. Mais ça mérite quand même une amélioration des règles de l'analyse pour se rapprocher de l'analyse financière qui, elle, est beaucoup plus réglementée que l'analyse ESG qui, pour l'instant, n'est pas réglementée. Absolument. On va écouter Christophe sur ce sujet. Alors, Christophe, je rappelle, Sani AM, donc un peu d'action, beaucoup d'obligations. Déjà, est-ce que vos fonds sont labellisés? Est-ce que vous avez pris cette voie? Alors, première question, sont-ils labellisés? Deuxième question, s'ils ne le sont pas, est-ce que malgré le fait qu'ils ne le soient pas, vous avez un œil sur la notation ESG avant de faire rentrer une obligation pour les fonds obligataires et avant de faire rentrer une action pour les fonds actions? Et troisième question, tout de suite, comme ça, après, je vous laisserai la parole. Est-ce que vous partagez mon opinion? Est-ce que vous ne la partagez pas du tout? Ou plus ou moins par rapport à cette espèce de poudre aux yeux qu'on veut nous faire passer comme étant le master d'aujourd'hui? Alors, c'est beaucoup de questions. Je vais essayer d'apporter les réponses. Alors, malheureusement, je crains que tu aies raison. Donc, oui, je partage ton avis. Maintenant, chez Sony, on a essayé malgré tout de se mettre en règle. Voilà, pour ne pas être le mouton noir, on a essayé de faire un peu comme tout le monde. Donc, on a signé ces fameux PRI, histoire de commencer à travailler sur cette partie-là. Mais bien évidemment, nous, notre métier historique, et Michel disait un truc important, nous, on regarde assez peu le travail des analystes. On fait, nous, naturellement, mais c'est comme ça qu'on s'est construit, on fait assez peu confiance aux analyses extérieures et nous, on y passe un temps impérieux à essayer de trouver nous-mêmes le plus d'informations possible et de se faire nous-mêmes notre propre idée. C'est-à-dire que, comme souvent, les analystes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas forcément la bonne connaissance et puis surtout, il y a quand même dans notre business des analystes qui font beaucoup d'analyses, c'est leur métier, mais pour vendre du papier. Donc, c'est un sujet qui est un peu complexe. C'est-à-dire que notre métier, entre ceux qui nous vendent de l'analyse et comment nous, on doit la traiter, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Donc, nous, on aime bien faire par nous-mêmes. Ça nous prend souvent plus de temps. Mais en tout état de cause, c'est des critères qui, évidemment, on a regardé historiquement, mais comme un peu M. Jourdain qui fait de la prose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète une action sur nos 2 fonds actions, le G de l'ESG, c'est-à-dire la partie gouvernance, c'est un sujet central. Mais on n'a pas attendu d'avoir toutes ces normes et cet effet de mode dont tu parles pour mettre la gouvernance au centre du sujet majeur quand on achète une action ou une obligation, parce qu'au bout du compte, la gouvernance de l'entreprise, c'est un sujet qui est essentiel pour savoir ce qu'elle va faire demain. Donc oui, on les prend en compte, pas de manière aussi structurée qu'on voudrait nous le faire faire,
ou avec des tampons, de dire j'ai le label Tartampion, j'ai le label Bidule, pour laver plus blanc que le blanc, pour plagier un comique décédé bien connu. Mais au bout du compte, nous, on prend tout ça en compte parce que c'est important, mais ce n'est pas le sujet essentiel qui va guider l'orientation de ce qu'on va faire en termes de gestion. Voilà. Donc, on fait effectivement toute cette politique d'exclusion pour ne pas investir sur des choses qui seraient moches. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte malgré tout que comme c'est une lame de fond, ce sujet ESG, ISR, comme c'est une lame de fond, on voit beaucoup d'entreprises font aussi ce travail. Donc, j'ai l'impression que quand même, le temps va nous aider et qu'à un moment donné, tout le monde ayant fait ce travail ou se mettant en norme pour faire ce travail-là, on va avoir quelque chose qui devrait être un peu plus apuré, un peu plus sain que ça ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a voulu aller trop vite, à mon avis, et donc tout le monde a voulu céder à l'effet de mode, et quand on cède aux effets de mode, malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a parfois des exagérations, il y a parfois des aberrations, ce que je comprends assez bien. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, pas vouloir aller plus vite que la musique, évidemment prendre en compte ces éléments-là qui, à terme, de toute façon, seront essentiels, mais ils seront essentiels pour tout le monde. Voilà. Et je crois que le marché va se réguler assez naturellement. C'est la loi aussi de l'offre et la demande. Le marché va se réguler assez naturellement entre les bonnes sociétés d'analyse, les bonnes sociétés qui vont pouvoir nous apporter toutes ces données. Et je pense qu'il y a un élément global qui va apporter dans le temps, finalement, quelque chose qui sera assez cohérent pour tout le monde. Alors, avant de passer à Geoffroy pour avoir son analyse à lui, une question quand même pour réagir à ce qu'a dit Michel Lénigoz, qu'il appelait de ses voeux une réglementation des agences de notation ISR pour qu'il y ait quelque chose un cadre assez strict et un cadre bien établi de ces agences, comme on a pour les agences financières où on ne peut pas dire n'importe quoi n'importe quand et il faut se rythmer. Plutôt favorable, pas d'avis ou plutôt défavorable? Non, alors, tu as dit un truc important. Alors, oui, évidemment, plutôt favorable. Mais si on veut essayer de faire 2 minutes, si tu fais un copier-coller de ce qui peut être fait sur les agences de notation ESG versus les agences de notation financière sur les obliques, par exemple. Mais aujourd'hui, un gérant obligataire, il ne pilote plus un portefeuille avec l'avis de Morningstar ou de Standard & Poor's. C'est fini, ça. C'est fini. Le monde va trop vite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notation d'une obligation, qu'elle soit simple B, double B, triple B, c'est 6 mois de retard par rapport aux résultats passés. Donc, on pilote quelque chose finalement en regardant dans le rétroviseur. Mais un pilote de Formule 1, s'il ne regarde que derrière lui, il ne va pas aller bien vite. Hein. C'est devant qu'il faut regarder, ce n'est pas derrière. Les agences de notation, elles nous font juste le travail de dire bah, voilà ce qui s'est passé avant. Non, mais excusez-moi, mais moi, je m'en tape de ce qui s'est passé avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après. Le travail d'un gérant aujourd'hui, c'est de dire ok, très bien, le rétroviseur, c'est important, mais à un moment donné, ce qui m'importe, c'est de se projeter. Et pour se projeter, il faut faire nos propres analyses. Évidemment, on s'appuie sur les analyses du passé, mais c'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Il faut aller bien plus loin que ça. Comme je sais que vous aimez bien les dictons, je vais vous donner un petit dicton et ensuite on parle à Geoffroy. Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Il me semble évident, oui. C'est un petit peu caricatural, je veux dire, effectivement. Mais moi, quand je vois les moyens mis en œuvre, hein, les instituts de notation. Alors, j'aime bien aussi donner un. Michel, je vous arrête encore une fois. On va donner la parole à Geoffroy et on revient vers vous. Okay, donc, alors, Geoffroy d'Axaïen. Donc, Geoffroy, peut-être juste un mot sur mon édito parce qu'il était un peu provocateur pour vous. Vous êtes plutôt dans le digital, dans la robotech. Donc, voilà, je vous ai un peu provoqué. J'ai dit. Plutôt dans la croissance, du coup. Oui. Voilà, la croissance est morte. Vive la value. Allez, juste en 30 secondes, d'accord, pas d'accord, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, plutôt sur le SG pour reprendre le fil du débat. Croissance versus value, moi, après, je prêche un peu pour ma paroisse, donc beaucoup plus orienté croissance. On a des rotations de marché, on peut les voir. Après, sur le long terme, la croissance sur ces dernières 5-10 dernières années a eu tendance à surperformer la value. Donc, nous, on reste convaincus de ce style de gestion. Après, il y a des opportunités pour la value et en ce moment, on est dans une phase d'opportunité. Mais pour autant, la croissance reste très intéressante et on a des belles opportunités. Donc, il n'y a pas de bonnes et mauvaises décisions, en fait. Hein, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense qu'il faut savoir, ça dépend un peu du type de gestion et du type de profil d'investisseur qu'on va essayer de trouver. Pour répondre peut-être plus à la question de l'ESG, Bernard, moi, je pense que je rejoins un peu Christophe et Michel, c'est qu'il faut savoir aussi faire sa propre analyse. Nous aussi, notre travail, c'est de faire des analyses fondamentales. On est des investisseurs sur le long terme, donc
on va considérer ces données un petit peu quantitatives, on va incorporer les scores ESG dans nos front office, dans nos outils, dans nos reporting, mais vraiment le travail, c'est d'essayer de regarder pour demain et de comprendre avec les entreprises, donc d'avoir certaines équipes spécifiquement dédiées à l'ESG qui ont vraiment des critères et une technicité pour approcher ce domaine qui est en constante évolution et essayer de comprendre en fait comment et où va l'entreprise. Je pense que ça, c'est un point qui est important et ça nous permet aussi de se faire une propre idée. Et cette idée, ce point est clé en fait pour pouvoir sélectionner des entreprises qui demain vont avoir les bonnes manières et les bonnes pratiques d'un point de vue environnemental, social et gouvernemental. Alors, juste une question par rapport à AXA. Donc, bien évidemment, une maison comme AXA, elle a déjà beaucoup de fonds qui sont ESG, mais une société de la taille d'AXA, ça a aussi beaucoup de fonds qui ne doivent pas encore l'être. Est-ce qu'il y a une volonté, on va dire politique au sein de l'entreprise, que dans quelques années, ou peut-être même un peu plus, on va dire tous les fonds, ou 99,50% des fonds, soient ESG? Est-ce que c'est acté et on marche vers là, ou On est, non, il y aura toujours une partie oui, une partie non? on est vraiment dans cette optique, Bernard. On recherche vraiment à proposer ce type de solution à nos clients. On sait que de toute façon, alors il y a un effet de mode, c'est vrai, mais au-delà de l'effet de mode, il y a vraiment cette volonté d'aller dans un monde meilleur. Et AXA s'engage à essayer d'ici quelques années à proposer presque l'intégrité de ces portefeuilles à fonds ouverts à des portefeuilles classifiés SFDR 8. Après, il va toujours y avoir un certain écart avec des mandats spécifiques. On va avoir des clients particuliers qui ont des besoins d'investissement différents et là, c'est vraiment discrétionnaire. Mais sur des fonds ouverts, on tend vers ce modèle et c'est notre principe aujourd'hui de proposer ce type de solution en appliquant des exclusions sectorielles, des exclusions normatives sur la plupart de nos produits. D'accord. Alors, quand vous dites une exclusion sectorielle, est-ce qu'on va aller vers les énergies fossiles? On ne va plus vouloir d'énergie fossile, quand bien même ces grandes sociétés, j'entends parler que Total fait beaucoup d'efforts, fait beaucoup de choses, améliore sa gouvernance, rééquilibre en faisant de gros investissements. Ça suffit ou ça ne suffit pas? Et demain, chez AXA, énergie fossile, il n'y en aura plus. Alors ici, on va regarder plutôt les pourcentages de revenus provenant de certains types d'énergie. Donc, par exemple, nous, sur la partie énergie, on va éliminer toutes les entreprises qui génèrent plus de 30 à 40% de leurs revenus des thermales, des mines, des énergies minières. Donc ça, c'est des limites qu'on va s'imposer et on va chercher à exclure. Sur la partie sectorielle aussi, par exemple, tout ce qui concerne l'armement. L'armement avec l'arme au phosphate, on va éliminer ce type d'entreprise, ça ne nous intéresse pas, ou encore les compagnies qui sont en brèche en fait avec les traités tout simplement de l'UNFGC par exemple. Donc ça, c'est des limites qu'on va regarder et qu'on va, si ces entreprises ne sont pas en ligne avec nos vues, on va les sortir de nos univers d'investissement. D'accord. Alors, je voudrais vous faire réagir sur un point, une chose qui avait été dite par Michel tout à l'heure. Il faut que la notation ESG rentre dans un cadre réglementaire et évolue pour rejoindre le niveau de réglementation de la notation financière afin que ce soit mieux cadré et peut-être aussi qu'on évite certaines erreurs. Vous l'appelez de vos voeux ou vous pensez que non, la notation ESG, elle doit être plus souple, plus libre, permettre de dire n'importe quoi à n'importe quel moment, permettre d'être plus réactif et peut-être d'avoir un accompagnement différent que l'accompagnement financier? Je pense qu'on est sur une phase de développement. Et c'est ce qu'on mentionnait un petit peu plus tôt dans notre entretien, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie financière des bilans des sociétés, c'est très clair. La partie ESG, c'est encore très flou. Déjà, il y a 2 points. C'est que le premier, c'est que les grandes entreprises ont des équipes dédiées pour ce type de reporting où on va avoir de l'information très claire. Et nous, alors notre marque de fabrique aussi, c'est d'investir dans des petites et moyennes capitalisations. Des petites boîtes n'ont pas forcément la force de frappe d'un géant avec des équipes entièrement dédiées. Donc, pour pouvoir reporter ce type de données, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, je pense qu'il y a une phase d'adaptation, une phase on va essayer de singulariser un petit peu tous les éléments pour après proposer des choses qui sont plus
digérable, si on peut le mentionner comme ça, pour l'investisseur et pour pouvoir après faire son propre choix. Voilà. Alors, Michel, vous vouliez rebondir sur quelque chose qu'avait dit Christophe ou revenir un petit peu sur ce sujet. On vous écoute. Non, mais moi, j'aime bien cette analogie entre analyse financière et analyse extra-financière. On critique ou on met en doute la véracité des chiffres extra-financiers ou des analyses extra-financières parce qu'on en attend une certitude, une vérité. Or, il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est une analyse qui est perfectible comme l'est l'analyse financière. C'est quand même assez incroyable de voir qu'à partir de bilans comptables, on puisse avoir des avis totalement différents d'un point de vue financier sur plein de titres sur le côté. Voilà. Donc, tout est perfectible et après, les gérants, avec une certaine dose d'information, prennent leurs décisions. Et ce qui est important aussi, c'est de vraiment considérer que l'apport, parce que je considère véritablement que c'est un apport, l'extra-financier constitue un apport d'analyse supplémentaire, complémentaire, qui, au cours de ces dernières années en tout cas, même si le début d'année est un petit peu moins favorable, mais a été générateur de performance. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre ça avec humilité. Effectivement, je rejoins Geoffroy lorsqu'il dit qu'on est au démarrage d'une… Voilà, c'est quelque chose qui arrive, qui se met en place. Ça a besoin de se structurer, de se réglementer. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on ait voulu aller trop vite, j'y crois pas trop. Enfin, je veux dire, faut pas, on est toujours là à vouloir dire qu'on attend et qu'après on perd son temps. Voilà, on avance sur des… Voilà, on doit structurer un petit peu cette approche-là pour éviter des biais ou des erreurs qui soient grossières et qui décrédibilisent effectivement l'approche. Alors, moi non plus, je ne pense pas qu'on soit allé trop vite. Par contre, on constate aujourd'hui une vraie accélération. Et l'accélération, elle est peut-être un peu trop rapide. Mais dans une des émissions précédentes, si on remonte à la genèse de l'ESG, qui était les fonds éthiques, le premier fonds éthique, il est lancé en 1983. Donc, on a à peu près une quarantaine d'années. Mais c'est vrai qu'on constate une accélération. Je crois que l'accélération qu'on constate, on la constate comme exactement dans tous les autres domaines, et c'est plutôt lié aux réseaux sociaux et à l'accélération de l'information en elle-même qui fait qu'aujourd'hui, tout s'accélère. Dans le l'ESG, moi, il y a quelque chose qui me gêne vraiment, mais qui me gêne vraiment, un, au niveau éthique, deux, au niveau moral, et trois, au niveau financier. Et donc, je vais vous interroger là-dessus et savoir. C'est ce modèle d'exclusion. Aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est qu'on me dise, voilà, Total ne peut pas être dans l'ESG parce que Total, 85% de ses ressources, c'est l'énergie fossile. L'énergie fossile, ça bousille la planète. Enfin, je veux dire, si on arrête l'énergie fossile aujourd'hui, on dit, OK, Total, tu es un méchant, tu es un vilain, t'arrêtes et les autres arrêtent, ben, la planète, elle coule. Ça, c'est comme ça qu'on va commencer parce qu'on n'aura même plus assez d'énergie, donc on n'aura plus assez d'eau pour vivre, des choses comme ça. Après, dans l'armement, alors, il y a le bon exemple et le mauvais exemple. Peut-être de dire, OK, il y a cette arme au phosphate qui est encore plus destructrice que les autres, donc nous, on ne va pas toucher à l'arme au phosphate. Enfin, si on ne fabrique pas d'armes, ce n'est pas Kiev où ils vont aller, les Russes, c'est Dunkerque où ils vont aller. Et ils vont y aller direct si on n'a pas d'armes pour les arrêter. Et là, c'est une petite boutade, mais si ce n'est pas eux, ce sera d'autres. Et de toute façon, dans l'histoire du monde, et tout particulièrement dans l'histoire de la France, les gens qu'on a arrêtés, c'est avec des armes qu'on les a arrêtés. Donc, on a besoin d'une industrie qui produit des armes. On a besoin d'avoir des armes de qualité, des armes de pointe. Et on pourrait revenir encore. Donc, mon idée, ce serait de dire stop à cette exclusion qui n'amènera rien à personne. Par contre, de l'accompagnement dans le social, dans la gouvernance, dans des choses comme ça. Allez, on commence avec Christophe. Christophe, c'est à vous, vous partagez, vous n'êtes pas d'accord, vous avez envie de compléter. Non, moi je pense que comme dans tout l'univers du marché financier, je pense que notre meilleur allié, ça va être le bon sens. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, le bon sens reprenne le lead sur tous ces sujets-là. C'est-à-dire qu'à vouloir réglementer, c'est très bien. Je pense que la réglementation elle a beaucoup d'importance, mais il faut qu'elle colle à la réalité de la planète dans laquelle on vit et de l'industrie financière dans laquelle on vit. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, on a voulu aller trop vite, c'est qu'il faut prendre le recul nécessaire à un moment donné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Qu'il faille réglementer, qu'il faille aller dans le sens que tout le monde appelle de ses voeux, c'est très bien.
mais il faut le faire avec le bon sens inhérent à tout ça. Parce que si demain, n'importe quoi, on n'a plus le droit d'acheter telle ou telle valeur parce qu'elle ne coche pas les cases, que va devenir cette société? Elle va être achetée par des fonds vautours. D'accord. Et les fonds vautours, ils vont en faire quoi? Ils vont en faire quelque chose on de n'aurait plus même pas osé imaginer en faire. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de bon sens et essayer que la réglementation, finalement, elle doit faire les deux choses. Ce qui est très antinomique, mais ce qui est le plus important pour moi. Elle doit à la fois se durcir sur la qualité de l'information et s'assouplir sur la manière dont on travaille la matière. Donc, c'est un dur travail, hein, mais c'est aussi à ça que les gens doivent travailler. Hein. C'est les deux côtés. Elle doit se durcir d'un côté et s'assouplir de l'autre. Alors là, je vais revenir sur un des propos qu'avait dit Michel. Il avait dit, à la lecture d'un bilan, des sociétés d'analyse et des cabinets d'analyse, tous aussi performants les uns que les autres, arrivent à des conclusions diamétralement opposées. Donc vous, quand vous dites qu'il faut qu'on se professionnalise et qu'on monte d'un cran, ça ne changera rien, puisque avec des sociétés d'analyse ESG de qualité très performantes, avec des gens brillants, on arrivera aussi probablement à des conclusions différentes. Il y a un moment où telle société va dire ça c'est ESG et l'autre elle va dire ça l'est pas. D'où l'autre pendant qui est la souplesse de tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit durci d'un côté et que ce soit souple de l'autre. C'est le mix des deux qui va faire fonctionner, tout ça. Après, bien évidemment, il n'y a pas une vérité. C'est-à-dire que ce serait trop simple. On le voit bien dans la partie analyse financière. Oui, c'est pareil. Aujourd'hui, si effectivement, ce n'est pas en bourse, les boîtes qui performent le plus ne sont pas celles qui forcément ont le meilleur bilan. Voilà, parce qu'il y a tout un tas d'autres éléments qu'il faut intégrer à tout ça. Donc, je pense que quand je disais le bon sens tout à l'heure, ce n'est pas juste pour faire un bon mot, c'est la réalité aujourd'hui. Si on perd ce bon sens-là, on va faire des bêtises et après, on va ramer pour essayer de revenir sur tout ça. Okay. Alors, on va redonner la parole à Michel qui va conclure en moins d'une minute et ensuite démarrer avec le point marché. Et pour ne pas qu'on perde trop de temps, et tout à l'heure, Geoffroy, avant de commencer votre point, on pourra revenir une petite minute sur le sujet si besoin en était, s'il y a quelque chose à rajouter. Michel, c'est à vous. Oui, moi, juste avant de faire une petite chronique de marché, mais juste pour revenir, l'extra-financier ne s'appréhende pas uniquement de façon négative par des exclusions. Il y a depuis, et ben voilà, les choses évoluent dans ce sens-là depuis plusieurs années maintenant. L'extra-financier est plutôt appréhendé, en tout cas c'est ce qu'on fait chez nous, de façon positive. C'est-à-dire qu'on va nous privilégier les sociétés qui ont un bon comportement et un bon positionnement et aussi un bon comportement. Pour revenir à Total, Total n'a peut-être pas un positionnement effectivement de par son industrie, ce n'est pas le choix de Total lui-même, c'est par son industrie un bon positionnement, mais si les pratiques sont bonnes, ça doit être valorisé. Voilà. Et puis après, peut-être plus philosophiquement, moi, ça ne me choque pas du tout d'exclure des sociétés qui polluent, qui contribuent à polluer la planète ou qui traitent mal leurs salariés. Voilà, c'est aussi une petite question philosophique. La société en question, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle doit s'améliorer. Je veux dire, voilà, on ne peut pas continuer à laisser des gens polluer la planète ou maltraiter ses salariés. Je pense que c'est important. Est-ce qu'on parle donc des marchés? Bon, les marchés, on a eu une dynamique baissière qui s'est enclenchée depuis quelques semaines. Elle s'est confirmée la semaine dernière. On a des marchés, des indices actions en tout cas en repli quasiment partout, sauf en Chine, où on a un petit rebond. Quand on regarde le CAC, dans ce contexte-là, il résiste plutôt bien, puisqu'en 2022, on a un repli que de 3%. Alors ça, c'était à vendredi soir, là, ça baisse un peu plus. Si on compare ça avec les 10% sur le SP500 ou 15% sur le Nasdaq ou même 5% sur le DAX allemand, ça laisse, ça donne une petite note positive pour le CAC français. On a effectivement cette tendance baissière qui se confirme. À côté de ça, on remarque aussi une petite rotation sectorielle. Ça rejoint le premier point de l'éditorial, puisque les secteurs qui avaient jusque-là le mieux résisté, à savoir le pétrole et les financières, et surtout les bancaires, sont ceux qui ont baissé le plus au cours de ces derniers jours. On a une semaine plus difficile avec des prises de bénéfices sur ces deux segments de marché. Alors, cette petite rotation sectorielle, c'est en même temps une petite rotation de style, plutôt en faveur des valeurs de croissance, notamment en Europe cette semaine. Alors, une résistance qui ne suffit pas à combler le retard qui était accumulé depuis la mi-décembre maintenant. Alors, globalement, on a la thématique matières premières qui reste très porteuse, puisque
malgré le petit repli du pétrole, il reste sous les $100, mais c'est l'ensemble des matières premières, que ce soit les matières, les métaux industriels, que ce soit les matières premières agricoles ou les métaux précieux, qui sont sur une tendance plutôt sympathique. Une semaine de détente, en revanche, côté taux d'intérêt. Le Bund a perdu 11 points de base, l'OAT 8, le T-Note 5 points de base sur la semaine. Mais c'est sur le crédit où on voit que les spreads, notamment en Europe, continuent de s'écarter. Sur le high yield, on est presque à 4% aujourd'hui, alors qu'on était qu'à 3 en début d'année. Et effectivement, le marché de crédit, on n'a pas offert en ce début d'année la protection, une grande protection vis-à-vis des marchés actions. Mais aujourd'hui, il se trouve naturellement beaucoup plus attractif en termes de rendement. Alors, concernant les actions, on a l'habitude de dire qu'il y a deux moteurs essentiels. D'un côté, les taux d'intérêt. Et là, en dehors des banques qui, dans un premier temps, voient se restaurer leur marge avec la hausse des taux longs et sans resserrement des taux courts pour l'instant. Donc, on en profite. Mais justement, la perspective de voir ces taux courts se grimper, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les actions, d'une façon générale. En revanche, l'autre moteur, celui des bénéfices, lui, tourne à plein régime, tant chez les analystes qui continuent de réviser en hausse leurs perspectives, que sur les entreprises qui publient des chiffres de croissance toujours très forts. La saison du quatrième trimestre 2021 se termine. On est à plus de 30% de croissance year-on-year, 50% en Europe, et tout ça, c'est bien au-delà des attentes. Alors, la conséquence de tout ça, c'est un phénomène de de-rating. Les multiples sur les marchés actions baissent. Ils sont aujourd'hui sous leur niveau moyen des 3 dernières années. C'est notable. On parlait il n'y a pas si longtemps encore de marchés très chers. Que ce soit, donc, ça c'est vrai sur les marchés développés comme sur les marchés émergents, qui d'ailleurs, ces derniers jouissent toujours d'une forte décote malgré le rebond relatif depuis le début d'année. Donc, globalement, la photo, elle n'est pas si défavorable que ça. Il est évident que la situation géopolitique pèse sur la confiance, et on le voit bien, impacte sur la volatilité. On ne voit pas, nous, chez Sansot, on ne croit pas, en tout cas, à un embrasement de la situation. Personne n'y a vraiment intérêt. Et puis même, j'ai envie de dire, on a pu observer au cours des 20-30 dernières années que les bruits de bottes, quels qu'ils soient, avaient beaucoup moins d'impact sur les marchés boursiers. Donc, de la volatilité à court terme, mais certainement pas de changement de tendance à plus long terme. Donc, oui, prudence à court terme, mais donc, évidemment, difficile de trouver des points d'entrée avec les niveaux de volatilité. Mais en revanche, je crois qu'à plus long terme, il y a moyen d'être constructif. Très bien. Alors, effectivement, les bruits de bottes, ça fait toujours très peur. Ça fait toujours très, très peur parce que c'est un petit peu quand on craque une allumette à côté d'un baril de poudre, on se dit ça peut faire rien du tout, ça peut vraiment exploser. Donc, ça va créer de la volatilité, ça va créer beaucoup de volatilité. Mais est-ce que si ça crée de la volatilité, est-ce qu'il faut profiter de cette volatilité pour rentrer? Ou est-ce qu'il faut rester prudent, attendre qu'il y ait des grands accords qui soient signés et puis que ça se calme, en sachant que les accords, on les a déjà. C'est que les accords de Minsk qui réglaient le problème n'ont pas été respectés et donc le problème revient à la surface. Vous en pensez, à moins que quelqu'un d'autre, Christophe, un avis? Non, mais moi, je partage ce que disait Michel sur les bruits de bottes. C'est sûr que malheureusement, les marchés financiers, évidemment, on peut avoir de la volatilité à court terme, mais ce sera à court terme. On oublie malheureusement relativement vite ce type d'événement. Donc, en revanche, pour aller dans ton sens, oui, s'il y a une volatilité exacerbée par rapport à tout ça, à un moment donné, ce que tout le monde a cherché depuis maintenant 6 mois en arrière, c'est de trouver des points d'entrée. Alors, ce n'est pas le moment où il va y en avoir, on va se dire, finalement, vous comprenez, si tout le monde n'attend que ça, tout le monde a attendu que les taux remontent, tout le monde a attendu que les spreads s'écartent sur les obliques pour pouvoir rentrer. S'il y a encore un peu plus de volatilité et qu'on n'y va pas, on n'ira jamais. À attendre tout le temps, il y a des gens qui ont encore des machines à écrire. D'accord. Non, et puis, on peut aussi se souvenir de l'intervention des Russes quand ils ont annexé la Crimée. L'effet sur les marchés, c'était -2. Ouais. Bon. Alors, il n'y a pas eu un seul coup de fusil. Mais par contre, sur le sujet des points d'entrée, c'est vraiment un sujet, et là, je vais le répéter pour les auditeurs, je crois que c'est le Graal
du financier, savoir quand rentrer et le point de sortie aussi d'ailleurs, mais le point d'entrée, on ne sait jamais quand c'est. Donc, Geoffroy, vous qui êtes beaucoup plus présent sur de la digitale et de la robothèque, qui avez déjà subi une première ronde de choc en décembre de l'année dernière, qui faites partie des gens les plus choqués au mois de janvier. Donc, bon, le phénomène ukrainien amplifie aussi le choc. Vous sentez que ce sont des points d'entrée ou vous dites non, il ne faut pas y aller encore, ce phénomène ukrainien, ou alors il n'y a pas d'avis et c'est valeur par valeur qu'on décide? Non, non, moi je pense que notre credo, c'est d'investir déjà en fonction de votre horizon d'investissement. Et nous, ce qu'on propose, c'est des horizons d'investissement de long terme. Donc oui, aujourd'hui, vous avez des points d'entrée. On a la bourse qui s'est atténuée. On a des valorisations qui sont plus accessibles. Aujourd'hui, oui, à tous nos clients, c'est des très bons points d'entrée. Alors évidemment, est-ce que demain on va reperdre 5%, 10%? Enfin, on ne va pas pouvoir prédire, encore une fois, il y a un tel élan, une telle volatilité sur les marchés que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, si on s'oriente, et ça va être un peu le but de mon intervention, sur des facteurs qui sont sur le long terme, qui sont supportés par vraiment des thématiques de long terme, on a cette conviction que dans le futur, au bout de quelques années, on va récupérer, on va remonter. Et de toute façon, la question du market timing, c'est très compliqué et je connais très peu ou presque aucun investisseur qui est capable de timer le marché d'une manière aussi précise. Donc, si on a une envie d'investir, il faut rentrer. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Et il n'y a pas cette question d'attendre demain ou après-demain parce que on a pu voir si on regarde sur un espace-temps de 10 ans, si on rate les 5-10 meilleures séances de marché, eh ben, on peut perdre une certaine partie de son capital. Donc, l'idée, c'est vraiment on investit et on reste investi sur un certain temps. D'accord. Peut-être donner un élément de valorisation Bien sûr. qui me semble intéressant entre valeur de croissance, valeur de rendement. Il y a quelques semaines, quand on regarde les ratios de multiples, on était à plus de 2 fois, c'est-à-dire à 2,2 fois. C'est-à-dire le PE des valeurs de croissance se payait 2,2 fois celui des valeurs de rendement. Ce qui est historiquement, je ne veux pas faire peur, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en juin 2000. Donc voilà, qui nous rappelle de mauvais souvenirs. Donc il y a quand même des moments où il y a des aberrations. Je veux dire que les valeurs de croissance soient plus chères que les valeurs de rendement, c'est logique. C'est un petit peu comme ça qu'on construit ces univers. En revanche, voilà, il y a des choses qui, dans la nature, ne sont plus normales, en fait. Voilà, et donc, ça se corrige un petit peu. On est aujourd'hui à repasser en dessous les deux, donc ce qui est déjà un petit souffle. Mais il faut savoir justement, quand on prend cette référence historique entre juin 2000 et janvier 2002, on était revenu à parité. Alors, ce qui est aussi aberrant. Il n'y a pas de raison de voir les valeurs de croissance se payer le même prix que les valeurs de rendement. Mais voilà, ça donne le potentiel, malgré tout, de correction. Je ne dis pas du tout qu'on va aller jusque-là, mais voilà, la porte est ouverte, malgré tout. Christophe? On a dit beaucoup de choses déjà, mais Vous aussi, vous partagez ça sur croissance et rendement? C'est-à-dire que d'une manière technique, sur vos fonds actions, vous faites attention à ce qu'il y ait un peu plus de rendement qui rentre et vous regardez avec les gérants s'ils font bien attention à ça ou... Non, on ne travaille pas comme ça. Sur les fonds actions, c'est vrai on a un biais plutôt petite et moyenne valeur. Donc, c'est vrai qu'il y a une approche essentiellement valeur par valeur. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on avait décidé de créer un fonds sur une thématique très spécifique dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui est la recovery, sur les sociétés en retournement. Et a fortiori, quand il y a des rotations comme c'est le cas aujourd'hui, quand il se passe beaucoup de choses sur les marchés comme c'est le cas aujourd'hui, ce sont ce type de véhicule d'investissement qui est plutôt très bien adapté parce qu'au bout du compte, des boîtes qui doivent se réinventer, il y en a tout le temps. Mais a fortiori, avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, c'est un sujet qui est vraiment dans le momentum et qui permet de générer des bonnes perfs et surtout de générer des bonnes idées parce que le vrai sujet du moment, c'est de trouver les bonnes idées pour aller chercher la perf sur un horizon plutôt long, comme le disait Geoffroy tout à l'heure. Donc aujourd'hui, sur la thématique de la recovery, des boîtes qui doivent se retourner, qui doivent modifier, en tout cas faire bouger leur business model, là, il y a beaucoup de grains à moudre et il y a beaucoup de choses à aller creuser. Alors après, toutes les boîtes en recovery ne sont pas forcément des bonnes idées d'investissement, mais en tout état de cause, à partir du moment où une boîte doit se faire des nœuds à la tête pour repenser son business model parce qu'un nouveau concurrent, parce qu'une pandémie, parce qu'un problème géopolitique ou autre, ça veut dire que quand ça mouline, à un moment donné, on va savoir s'il sort des choses bien ou pas bien. Et ça nous intéresse vraiment parce qu'on va vraiment creuser, aller au cœur du réacteur pour comprendre
comment une boîte peut se réinventer. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur les marchés depuis 3 ans, je pense que c'est une thématique qui, au-delà d'être une thématique intemporelle, là, elle est clairement dans le momentum, ça c'est sûr. Okay. Et alors, Geoffroy, une question. Si on écoute un peu ce que dit Michel avec cette parité des pairs, dans la croissance, il y a toujours 2 types de sociétés. En tout cas, c'est une séparation que moi, j'aime bien faire. Des sociétés de croissance qui valent très cher et qui gagnent beaucoup d'argent, et des sociétés de croissance qui valent cher ou très cher, mais qui ne gagnent pas d'argent, voire qui en perdent, mais parce qu'on espère qu'elles vont en gagner. Est-ce que quand on est dans des zones tendues comme ça, il faut plus se rapprocher entre guillemets de la croissance qui se rapproche de la value parce qu'il y a quand même de la vraie valeur derrière et de la vraie valorisation? Ou alors, est-ce qu'il faut continuer à alimenter avec les sociétés de demain parce que celles qui ne gagnent pas d'argent aujourd'hui devraient être celles qui en gagnent, enfin, parmi celles qui ne gagnent pas d'argent aujourd'hui, il y aura celles qui en gagneront énormément demain. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. En fait, c'est qu'il y a des grosses boîtes qui aujourd'hui génèrent beaucoup d'argent, qui ont des grosses valorisations et qui vont continuer à attirer des parts de marché. Et l'équilibre va se trouver aussi dans notre recherche, en fait, dans le travail que vont faire nos gérants, c'est d'essayer de comprendre un peu ces entreprises qui sont fortement valorisées, qui aujourd'hui ne génèrent pas forcément des revenus, mais qui d'ici demain sont peut-être les grandes gagnantes d'une thématique en question. Et donc ça, c'est vraiment ce travail de trouver une bonne balance. Et je pense que c'est pas binaire, c'est pas on sélectionne ce type de compagnie ou les autres, c'est vraiment essayer de trouver une bonne approche qui va être complémentaire. Et nous, aujourd'hui, dans nos portefeuilles, on va retrouver des acteurs bien connus, mais on va essayer aussi de s'orienter vers des entreprises qui, c'est vrai que d'un point de vue valorisation, peuvent paraître très chères, mais si on se projette, le business model et l'orientation de leur stratégie peut être très intéressante et va justifier des valorisations qui sont élevées. Donc, il faut toujours prendre un regard assez différent et prendre un peu de pincette quand on regarde les valorisations parce qu'il y a certains écarts qui ne sont pas forcément justifiés. C'est un peu notre point de vue au niveau de la gestion, en tout cas. D'accord. Alors, avant de commencer votre moment et de venir nous parler de Robotech et Digital Economy, on va juste conclure sur l'ESG où je vous avais promis de revenir à vous. Donc, particulièrement, donc, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment et peut-être juste réagir sur ce que disait Michel avec attention, l'ESG n'est pas l'exclusion. L'ESG est de regarder qui on peut prendre et comment on peut amener ce qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui à prendre demain. Et voir l'ESG comme étant le fait de savoir qui on doit exclure serait une erreur dès le début. Vous partagez ça? Je suis d'accord. En fait, il ne faut pas. Nous, notre point de vue, et encore, c'est qu'on va faire notre propre analyse, c'est what's next? Qu'est-ce qui arrive demain? Donc, c'est-à-dire que on peut pas exclure une société parce qu'elle fait du pétrole, par exemple, comme Total. L'intérêt, c'est de comprendre où va cette boîte, en fait. Est-ce que Total, dans sa stratégie d'investissement, nous dit l'environnement, ça ne m'intéresse pas du tout, je veux continuer à polluer la planète, auquel cas, ça peut devenir compliqué. À l'inverse, Total essaye de se positionner. Alors évidemment, la plus grosse partie encore de ses revenus s'oriente sur le pétrole, mais Total a une volonté, par exemple, d'aller vers des ressources de plus en plus vertes et essaye d'avoir une approche un peu plus environnementale. Et c'est en fait le positionnement de l'entreprise qui va être, je pense, déterminant sur le fait est-ce qu'on continue à investir, est-ce qu'on continue à croire en cette entreprise, ou à l'inverse, est-ce que c'est une entreprise qui ne fait pas d'efforts. Et là, on peut avoir tendance à penser que ça ne vaut pas le coup d'être dans notre portefeuille. Donc, je ne vais pas forcément avoir cette vision, encore une fois, binaire, oui, non, est-ce qu'on prend l'entreprise, est-ce qu'on ne la prend pas parce qu'elle est dans un secteur qui n'est pas bien orienté par rapport à l'environnement. Et je pense que, par exemple, toutes ces questions industrielles, il faut savoir en fait choisir les bonnes entreprises qui vont être les meilleurs acteurs. Aujourd'hui, un fonds ESG, ce n'est pas forcément un fonds qui est que technologique ou qui a que les meilleures notes sur les rapports justement extra-financiers. L'idée, c'est de comprendre les entreprises qui se positionnent en tant qu'acteurs de demain et en tant que vraiment acteurs responsables. Et c'est le travail qu'on va essayer d'effectuer, nous, dans nos portefeuilles. OK. Bon. Alors, cette première partie s'achève là. Merci beaucoup pour ces 2 débats, pour ces opinions. Alors, cette fois-ci, on n'était pas consensuel. J'en suis très, très content. Et je chercherai, comme disait Michel, à reprovoquer les fois d'après
pour avoir peut-être des débats un peu moins consensuels. C'est maintenant au tour de Geoffroy Citerne, product spécialiste chez AXA IM. Il va dans un premier temps nous expliquer qu'est-ce que c'est un product spécialiste. Et ensuite, on parlera de sa spécialité, la robotech et la digital économique. Geoffroy, c'est à vous, on vous écoute. Merci Bernard. Très rapidement sur mon cœur de métier, je suis une sorte d'interface en fait entre un gérant de portefeuille qui va gérer son portefeuille et au jour le jour et des équipes commerciales, des équipes de vendeurs. Donc, je vais avoir une certaine technicité pour comprendre les portefeuilles, ce qui se passe à l'intérieur, être en mesure de l'expliquer, ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui, et aussi de travailler avec la gestion pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe demain, quel est le besoin du client et comment on va essayer d'orienter stratégiquement l'entreprise d'un point de vue commercial. Où est-ce qu'on va pouvoir vendre nos produits, quel type de produit, quel est l'intérêt du moment. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous introduire Robotech Digital Economy. Peut-être avant d'introduire ces deux produits, AXA IM, pour parler un peu de notre maison, c'est plus de 800 milliards d'euros sous gestion. On a une typologie de clientèle qui est assez large, donc on va retrouver des banques mondiales, des distributeurs, des fonds de pension, ou encore peut-être une clientèle qui est plus en lien avec notre auditoire aujourd'hui, des conseillers financiers. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler des actions qui représentent à peu près 70 milliards d'euros chez AXA IM. Et pour planter le décor un peu par rapport au fonds Robotech et Digital Economy, on en a un petit peu parlé un peu plus tôt, mais nous sommes des investisseurs actions de long terme. Donc, on va adopter une gestion active, fondamentale, avec la sélection de titres au cœur de notre processus d'investissement. Donc, nos gérants vont chercher à effectuer leurs propres recherches et avant tout investissement, on va essayer de rencontrer les équipes de direction des sociétés. Donc, l'idée, c'est de comprendre au-delà de l'aspect un peu justement quantitatif d'un bilan financier, si la qualité et la vision de l'équipe dirigeante, des CEO, des CFO, est vraiment en ligne avec le business model qui a été établi. Donc, cette recherche fondamentale, elle nous permet vraiment d'avoir de fortes convictions lorsqu'on va investir dans une entreprise et ça se traduit sur nos portefeuilles qu'on peut vous proposer aujourd'hui avec des lignes qui oscillent entre 40 à 60 titres dans nos portefeuilles. On va avoir des faibles taux de rotation qui sont généralement inférieurs à 30%. Et on va retrouver également un biais sur les petites et moyennes capitalisations qui ont historiquement été un vecteur de performance sur le long terme pour nos stratégies. En parlant de stratégie, je vais maintenant essayer un peu de rentrer au cœur de mon intervention pour vous présenter donc, ces deux produits qui sont Robotech et Digital Economy que j'apprécie énormément. Alors, juste une petite question. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez développer. On pourrait avoir l'impression que Robotech et Digital Economy, c'est un petit peu du pareil au même, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est deux mondes qui sont totalement différents. Et même si on va dire qu'en 1921, tout a monté, c'est-à-dire tout ce qui était tech a monté, bon, surtout du fait d'injections massives d'argent, je pense que c'est fini ça maintenant et qu'on pourrait très bien avoir demain la robotech qui baisse, la digital economy qui monte et après-demain la digital economy qui baisse et la robotech qui monte. Et donc, il faut faire très attention et plus parler d'un gros secteur tech, mais y aller secteur par secteur. Je suis complètement d'accord avec vous, Bernard. En fait, c'est vrai qu'il y a cet amalgame en pensant que c'est que de la technologie et on parle que de la même technologie. Alors que nos deux produits sont complémentaires, c'est-à-dire que l'un ne fonctionne pas du tout de la même manière que l'autre. Le fonds robotique que je vais exposer s'oriente plus sur le business to business, donc les entreprises, là où le fonds Digital Economy va plus s'orienter sur le monde du consommateur, donc du B2C. Et la technologie qui est sous-jacente va être complètement différente. Robotech, on va plus s'orienter sur de l'industrie, de la technologie de semi-conducteurs, là où la technologie, par exemple, qu'on va retrouver dans un fonds Digital Economy sera plus des softwares, ce qu'on appelle les software as services, et ce type de segmentation de marché. Donc, même s'il y a le grand mot technologie, le fonctionnement de nos deux produits est complètement différent. Et ce que je vais peut-être mettre en avant, c'est, je vais essayer d'un peu d'expliquer le contenu, Bernard, si ça vous convient. Comme ça, on va pouvoir un peu comprendre en détail un peu le sous-jacent de ces stratégies. Parce que donc, la stratégie Robotech, ici, on va aborder la thématique de l'automatisation.
c'est-à-dire la conception, l'application de technologies dans le but d'améliorer ou d'optimiser un processus. Donc c'est vrai que l'automatisation, on a pu la voir naître dans les usines, je pense particulièrement à l'industrie automobile, mais c'est vrai qu'elle a depuis évolué et influencé de nombreux aspects de nos vies et de nos modes de travail. Donc le progrès dans l'innovation, il nous permet maintenant d'accéder à des robots qui sont de plus en plus petits, de plus en plus flexibles et de plus en plus accessibles d'un point de vue économique. Donc, à ceci, on va rajouter des facteurs démographiques, des défis démographiques. On a dans certains pays une contraction de la main-d'œuvre, une augmentation du coût du travail, mais on a également des classes d'actifs qui, tout simplement, vont se désintéresser de certaines activités dont les tâches seraient un petit peu délicates, complexes ou parfois même un petit peu dangereuses. Donc, la robotique, l'automatisation va pallier un peu à ces défis. Et si on regarde un peu les prévisions des grands experts de la robotique, on est sur un marché qui est très dynamique et qui est porté à des niveaux de croissance à peu près dans les 11% par an. Euh, Maintenant, je vais peut-être essayer de rentrer un peu plus en détail, vous expliquer comment nous investissons dans la robotique, parce qu'on a tendance à penser que la robotique, c'est que du robot industriel. Donc, on va avoir de la robotique industrielle, mais nous n'avons pas que ça. On va essayer d'adopter une approche avec 4 grands sous-thèmes. Donc, la première, évidemment, l'automatisation industrielle. Donc, on va retrouver des entreprises industrielles qui vont aider d'autres entreprises à accroître leur précision, leur fiabilité, leur efficacité. Donc, on va retrouver aussi ce qu'on appelle des cobots, de l'anglais collaborative robots, qui peuvent aider en fait à travailler en toute sécurité aux côtés d'humains. On va retrouver aussi des robots spécialisés dans les entrepôts logistiques ou bien même dans des solutions, par exemple, pour la transformation des aliments. Ça, c'est le premier point, le premier sous-thème de robotique. Le deuxième, ça va être le transport et les véhicules autonomes. Ici, on va rechercher le progrès technologique axé sur la sécurité des véhicules et les véhicules autonomes. Donc, on ne va pas forcément essayer d'investir dans des grands constructeurs automobiles bien connus, mais plutôt dans des entreprises qui proposent des technologies sous-jacentes, donc telles que les systèmes de vision, les radars, les lidars ou autres technologies. Le troisième point, ça va être la santé, qui a un sous-thème qui est très intéressant. Et ici, on va retrouver des entreprises qui vont être plus spécialisées dans la robotique chirurgicale ou encore dans des soins à distance automatisés. Et le dernier rang de cette stratégie Robotech, ça va être les facilitateurs technologiques. Donc ici, on va investir dans toute l'intelligence qui alimente et contrôle la robotique. Donc les capteurs, les semi-conducteurs et toute la connectivité qui est vraiment utilisée pour recueillir et analyser des informations. Donc vous voyez, on n'a pas juste que de la technologie pure et dure, on a un écosystème qui est assez large. Je pense par exemple à la santé qui se comporte complètement différemment du secteur de la technologie lorsqu'il y a des périodes de volatilité de marché. Donc aujourd'hui, Robotech, c'est un produit qui est quand même très dynamique. On a des performances qui vont de pair avec ce dynamisme, hein. Depuis qu'on a lancé notre stratégie en 2016, on est sur une part qui est accessible à des investisseurs retail, net de frais de gestion, à des niveaux de 16% annualisés. Donc c'est très dynamique et c'est un produit qui va, on l'espère et on est encore serein, va continuer à croître dans les prochaines années. Du coup, si on s'oriente sur le fonds Digital Economy, donc là, on va plus s'orienter sur le consommateur. Ici, on va être sur la thématique du consommateur connecté. Donc, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'avec Internet, on a cette sensation d'être un peu un consommateur déjà super connecté. Mais c'est vrai que la réalité, elle est bien différente et nous ne sommes qu'aux prémices un peu du commerce en ligne. On a une pénétration globale du e-commerce qui est estimée aujourd'hui à moins de 20%. Pour nous, ce chiffre, il est clé et il va inéluctablement continuer de croître. Donc, un peu. Alors, je vais vous arrêter là. Je vais vous arrêter sur le e-commerce. Alors, ces prévisions de croissance du e-commerce, c'est quoi? C'est des algorithmes et des courbes ensuite qu'on fait bouger. Parce que moi, j'ai presque envie de dire la chose contraire. Je suis peut-être arrivé au bout de mon e-commerce. Non pas parce que ça me plaît pas, mais parce que je veux un équilibre et je veux aussi aller voir, toucher, regarder, parler, communiquer et faire des choses que j'ai tout simplement, pas que je ne peux pas faire, parce que je pense même que demain, avec la métaverse, les mondes virtuels, les capacités à toucher, les capacités à sentir à travers, à travers le digital, ça pourra me donner des choses. Mais j'ai aussi envie de sortir de chez moi, de le faire. Et je pense que
le commerce en lui-même et l'acte d'échanger, c'est un acte qui reste important. On le voit dans certains secteurs où on arrive à un plafond parce que tout simplement les gens veulent toucher, veulent voir. On voit qu'il y a des secteurs qui résistent. Donc, est-ce que c'est une certitude, enfin c'est une certitude autant qu'on puisse le croire, qu'on va aller vers ça, ou est-ce qu'on pourrait aussi, enfin il faut se méfier parce qu'on pourrait avoir un blocage ou même un retour en arrière. Alors, je ne veux pas faire de comparaison, mais un petit peu comme ce vinyle qu'on croyait bon pour la poubelle et qu'on revoit fleurir un peu partout. Je pense qu'en fait, alors déjà cette question de plafonnement, non, on n'est pas arrivé à un plafonnement. C'est que, alors déjà, on n'arrivera pas à 100% d'une économie digitale. L'expérience, comme vous le mentionnez si bien, Bernard, c'est qu'on a toujours besoin de sortir, d'expérimenter. On ne peut pas être 100% digital. Par contre, on va continuer à consommer de plus en plus sur le digital. Les analyses proviennent en fait, d'analyse exhaustive sur l'ensemble de la population. Donc 20%, c'est mondialement parlant. Donc alors évidemment, peut-être certains pays qui sont leaders du e-commerce comme la Chine par exemple ou le Royaume-Uni, on va avoir des niveaux plus élevés, mais on est globalement parlant, on a d'autres pays qui sont un peu plus en retard. Le deuxième élément ici, c'est que on ne va pas forcément avoir un retour en arrière. Je pense, et c'est ce qu'on a pu voir en fait avec la période du Covid, on a une accélération du e-commerce. Si on peut regarder les courbes, on a vraiment eu un pic au niveau du e-commerce et on est un peu redescendu, mais on part du postulat que si l'expérience elle a été bénéfique, il n'y a pas forcément de raison pour que cela s'arrête. Moi aujourd'hui, j'ai pu découvrir le commerce le commerce en ligne. Par exemple, je peux acheter, faire mes courses en ligne et sans me déplacer le samedi matin et passer 4 heures dans un magasin. Pourquoi j'arrêterais de faire cette utilisation? C'est un exemple un peu grossier, mais l'intérêt, il est là, c'est que si c'est intéressant, on va continuer de pratiquer. Donc, je pense que la marge de progression encore sur l'économie digitale, elle est là et elle va continuer d'augmenter. Il y a deux éléments d'ailleurs, c'est le progrès technologique. Alors aujourd'hui, nous, on est un peu tous avec le meilleur objet connecté qui soit, c'est notre smartphone, où on peut se connecter à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit et n'importe quand. Et le deuxième élément qui aussi il faut prendre en considération, c'est qu'il y a un effet démographique. Aujourd'hui, vous avez les enfants du numérique, les générations Z, les Gen Z, qui sont nés à partir de 1997 à 2012, qui aujourd'hui, en fait, entrent dans l'âge adulte et voient vraiment leur pouvoir d'achat numérique s'accroître à mesure que leur génération développe. Donc, évidemment, nous, notre génération, on pense qu'on a atteint un optimum, mais d'autres générations sont dans un scénario qui est complètement différent. Et ces éléments font qu'on est sur une thématique qui est vraiment de long terme et ce niveau de croissance va continuer d'augmenter sur le e-commerce. Donc peut-être c'est un bon rapprochement pour aussi vous expliquer comment nous on investit dans le digital, Bernard, c'est ce qui peut être assez intéressant. La même manière dont on a décidé de structurer notre portefeuille Robotech ici, on a décidé de structurer notre approche sur l'ensemble du parcours du consommateur en ligne. Donc, c'est-à-dire de la découverte d'un produit ou d'un service, en passant par la décision d'achat, pour terminer sur la distribution. Donc, on pense au paiement ou à la livraison. On va également investir dans les entreprises qu'on appelle data enabler, donc données facilitateurs technologiques. Sur la partie découverte, on va s'orienter sur les entreprises de moteurs de recherche, la publicité en ligne ou les médias sociaux qui, c'est vrai, deviennent de plus en plus le point de départ de la recherche et ou de la découverte d'un produit ou d'un service. Sur la partie décision, on va s'orienter sur des sociétés de e-commerce et des applications mobiles qui vont proposer aux clients des choix de produits pratiques et fiables. Et sur la partie distribution, ici, on sait que le nerf de la guerre un peu du e-commerce, c'est des paiements sécurisés, des livraisons rapides. Tous les acteurs qui font du e-commerce le savent, sauf que beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément la force de frappe de certains mastodontes du e-commerce bien connus qui vont un peu de facto intégrer ces services. Donc, nous, ici, on va essayer de sélectionner des experts qui vont proposer ces types de solutions de paiement numérique ou de livraison rapide. Et peut-être le dernier point. Allez-y pour le dernier point. Juste le dernier point, comme ça, après, on a fini sur la structure digital economy. Ça va être la partie données et facilitateurs technologiques, où ici, on va retrouver des entreprises digitales, entièrement digitales, qui vont proposer leurs services pour accompagner des entreprises un peu plus traditionnelles dans leur virage digital.
Donc voilà, ça c'est notre Alors, si on approche essaie de mettre des chiffres digitale. là-dessus, ces deux fonds, donc le fonds Robotech et le fonds Digital Economy, c'est des fonds qui ont fait quoi comme performance en 2020 et en 2021? Alors, sur l'année 2020, on était à des niveaux de 20%, un peu plus. À peu près identique pour les deux? Alors, l'économie digitale a un peu mieux fonctionné parce qu'on a eu un essor du e-commerce et ça a très bien marché. Sur le fonds Digital Economy, exactement, on a fait, non, pardon, excusez-moi, on est à plus de 50% de performance sur l'année 2020. Voilà, on a fait 53% sur une part institutionnelle nette de frais. Donc, c'est des performances qui sont très solides. Et Alors, Robotech. là, on est sur 2020. Ensuite, 2021, l'année, elle était plutôt favorable. Juste à la fin de l'année, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, comment on arrive en performance en 2021 et pour 21, Robotech? on était à peu près 14% de performance. Pour les deux? Pour Digital Economy et pour Robotech, on était à des niveaux de 18% de performance. D'accord. Donc, à peu près profil similaire, bien que si on regarde un peu les performances sous-jacentes, les contributeurs restent complètement différents parce que l'idée, c'est de construire des portefeuilles différents. Peut-être, c'est un point qui est important. Aujourd'hui, on a 7 stocks en commun sur les deux fonds. Donc, on a vraiment un overlap qui est donc une superposition de nos portefeuilles qui est très limitée et qui réagit différemment par rapport au Alors, scénario de là, en marché. 2022, ça se passe un peu moins bien, je suppose. Quelles sont les performances? Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez bien mentionné en début d'édito, c'est qu'on est sur un marché de croissance qui est malmené. On est à peu près à moins 15% de performance depuis le début de l'année à fin janvier, mi-février. Et alors Donc, là, toujours aussi moins 15% pour chacun des deux fonds ou il y a une différence entre les on deux? est un peu plus sur Digital Economy parce que les softwares, ce type de boîtes ont été un peu plus sévèrement impactés. On est sur des niveaux de moins 16, moins 17% sur Digital Economy et moins 15% pour Robotech. C'est des valeurs qui peuvent faire peur, je pense, mais encore une fois, et c'est un peu le message que j'ai essayé de mettre en avant, c'est qu'il faut se projeter sur le long terme. On a de la volatilité qui est sous-jacente et aujourd'hui, c'est un bon point d'entrée. Et il y a 3 éléments qui, pour nous, on est convaincu qu'on va vraiment continuer à avoir des portefeuilles qui sont intéressants. C'est que on a une robustesse dans notre discipline d'investissement. On investit dans des titres de qualité. Le deuxième élément, c'est que le positionnement de nos stratégies reste quand même excellent, voire même intact. Dans un monde post-Covid. Et le troisième point, c'est qu'on vous propose ici des thématiques qui sont sur le long terme. On est convaincu que le monde va continuer de s'automatiser et que l'économie digitale n'est encore qu'à ses frémissements et on va avoir de nouvelles technologies arriver. On parlait du métavers, mais c'est une évolution d'Internet. Donc, ce genre d'éléments vont favoriser l'automatisation et la digitalisation de nos mondes. Alors bon, ça j'en suis assez convaincu et je pense qu'on est plein à en être convaincu. Et le meilleur exemple que je vais donner pour la digital economy, c'est que même si à partir d'aujourd'hui on devait arrêter et qu'on dit voilà, le plafond du digital, c'est fini, on ne fera plus rien en digital, tout un chacun, on fait un petit peu plus de choses demain en digital. C'est-à-dire que je prends par exemple ma petite entreprise qui est l'équivalent de millions de petites entreprises. Il y a quelques années, on ne faisait rien, puis on a fait un petit peu, puis là, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, mais avec le Covid, on fait un petit peu plus. Et demain, nos clients, ils pourront faire une chose en plus, et peut-être qu'on aura une petite connexion en plus avec notre expert comptable pour un peu plus digitaliser notre comptabilité, et peut-être qu'une administration fiscale ou d'URSSAF viendra un petit peu plus digitaliser notre relation et nos paiements, et que la banque digitalisera une digitalisation un petit peu plus accrue du système. Donc, il y a un vrai réservoir de croissance. Donc, même sans nouveauté, il y a un vrai réservoir de croissance. Mais ma question, et ce sera la dernière parce qu'on a pris un petit peu de retard, c'est toujours le cas quand c'est intéressant, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin maintenant de digérer tout ça? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une phase de digestion et donc peut-être ou de régression des cours ou de peu d'intérêt, de cours qui vont végéter, pas grand-chose, jusqu'à qu'on reparte pour un nouveau round? Ma conviction, c'est que la phase de gestion, elle était plutôt l'année dernière. En fait, on a eu une énorme accélération en 2020, c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés dans un scénario où il
il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à consommer, on est enfermé, on se met tous au digital. Et on a pu le voir, on a une explosion, c'est pour ça que vous avez eu certains stocks qui ont explosé en termes de performance, où il y a eu un engouement qui a été très fort, et on peut le voir d'ailleurs sur le fonds Digital Economy, on a eu plus de 50% de performance. Et la phase pour moi de gestion, c'était l'année dernière où on a, voilà, maintenant essayé, on est tous en digital, comment est-ce qu'on s'adapte? Et je pense que l'année dernière, on était sur une phase de digestion. Et aujourd'hui, cette année et les prochaines années, on est sur une phase de normalisation. Et je pense que maintenant, on est sur une phase où maintenant, la consommation en ligne, elle fait partie intégrante de nos modes de vie. Le travail en ligne, ce qu'on a la chance de faire avec vous, Bernard, la consommation, les meetings par Zoom, bah, on continue à en faire. Donc, on est sur une phase de normalisation. Et à cette normalisation va se rajouter en fait du progrès technologique. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, le meeting Zoom et Teams, ça me va très bien. Mais est-ce que dans 2 ans, j'aurai toujours encore cette envie de continuer ce type de meeting? Et la technologie, en fait, qui va arriver de plus en plus, et là, c'est un parallèle avec le métavers, mais l'immersion, c'est cette expérience, bah, par exemple, on va essayer de rajouter un peu plus de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de se regarder derrière un écran noir, peut-être qu'on aura des lunettes pour se voir un peu plus en physique. Donc, et je pense que ça, c'est des éléments qui sont très excitants et qui font que l'économie digitale n'est encore qu'au début de sa progression. Donc voilà, l'année dernière digestion, aujourd'hui normalisation et demain progression. Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là. On a pris beaucoup de retard. Merci, c'était très, très intéressant. On Merci beaucoup reviendra peut-être Bernard une pour votre deuxième fois invitation. pour encore plus nous détailler. C'est maintenant au tour de Grégoire Limbert, bien habitué des émissions avec Riser. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait plus vu, Grégoire. Bonsoir. Bonjour Bernard. Bienvenue. Alors, quand on a préparé l'émission, je vous en ai tout de suite parlé, bon, croissance très forte de ce crowdfunding immobilier. Tout à l'heure, vous allez nous donner vos chiffres, mais je crois que les progressions sont très, très fortes. J'en parlais avec certains de vos confrères. Et moi, je vous disais, est-ce que 2022, ça ne va pas être un peu l'année de la réalité et les problèmes vont arriver? Donc, et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir avec notre invité d'avant. Problème de digitalisation, vous allez devoir mieux vous digitaliser pour communiquer avec vos clients parce qu'on ne communique pas de la même manière quand on a 50 projets en cours ou quand on en a 500 en cours. On ne communique pas de la même manière quand on a 2 problèmes, quand on a 25 problèmes à régler. Et ce n'est pas la même chose quand on a un petit problème informatique qu'on peut dire à quelqu'un, bah, tu me gères ça à la main, que quand on en a 200. Et tout ça, ça vient en grandissant. Le secteur grandit. Bien entendu, les problèmes liés aux promotions qu'on a lancées, puisque la promesse de départ, c'était on va vous donner 9%, mais attention, on aura quelques problèmes et à la fin, ce ne sera pas un 9% net que vous aurez. Donc, tous ces problèmes, c'est gérer le problème, gérer la relation client, gérer le juridique, gérer un petit peu tout ça, et tout ça multiplié par une bonne dizaine de plateformes qui ont toutes fait des chiffres records, voire même certains des chiffres qui font peur. Alors, déjà, 2021, ça s'est terminé comment? Donc, merci Bernard du coup pour cette intro. Effectivement, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, notre métier, c'est de la dette, de l'émission de dette obligataire pour les promoteurs immobiliers marchands de biens. Ce qu'on appelle beaucoup le crowdfunding immobilier. Donc, c'est un secteur qui est effectivement en très forte croissance. On a un marché global de la dette obligataire immobilière qui avoisine quasiment le milliard d'euros en 2021 et qui est sur une tendance d'augmentation de l'ordre de 80-90% sur l'année précédente. Donc, c'est un produit qui a été, même en période de crise, très bien souscrit, avec beaucoup de demandes et qui a rencontré effectivement sur la phase amont collecte un grand succès. Donc nous, chez Razers, RAIZERS, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'un des acteurs principaux de ce marché en France et on a réalisé à peu près 90 millions d'euros d'investissement en 2021 sur environ 80 opérations de promotion et de promotion immobilière marchand de biens. Le produit type, c'est un prêt d'une durée moyenne de 21 mois avec un rendement annuel moyen de l'ordre de 9,80-9,90% annuel. Juste pour avoir un ordre d'idée, en 2020, c'était combien d'opérations et combien de volume? Nous, on a doublé. On a fait 45 millions d'euros en 2020 sur une cinquantaine d'opérations. Donc, on a à la fois
le nombre d'opérations qui a augmenté, mais aussi la taille moyenne des opérations qui a augmenté. Donc, on a toujours eu sur notre produit, sur notre secteur d'activité, un taux de retard sur un certain nombre d'opérations. C'est propre au secteur d'activité. Donc, c'est effectivement important de sensibiliser davantage les investisseurs parce qu'on a une multitude, on va dire, d'investisseurs un peu plus néophytes qui arrivent sur notre produit, mais en tout cas de les sensibiliser sur le fait que c'est propre à notre secteur. Il y a un risque qui est évidemment de perte de capital. On prête à des TPE et des PME, mais le risque le plus important sur notre secteur, c'est le retard. C'est-à-dire, on part sur une durée qui est généralement de l'ordre de 2 ans, de 24 mois, et eh bien, on finance l'achat et la construction d'une opération ou d'un immeuble existant et de sa rénovation et de sa découpe. Et ce qu'on a subi sur les 2 dernières années, eh bien, c'est l'augmentation de ces retards dans la production des chantiers. Simplement parce qu'au début, il y avait beaucoup de contraintes d'organisation des équipes sur les chantiers, et après, plus récemment, des pénuries sur les matières premières et les approvisionnements de tout un tas de matériaux. Et également une inflation des prix sur certains produits. Donc ça a effectivement impacté l'encours des opérations qu'on a financées, et on a constaté chez nous une augmentation de l'ordre de 30 à 35% des dossiers qui sont devenus en retard, du coup, du retard par millésime, ce qu'on suit. Et effectivement, ça a un impact. Alors, c'est un impact sur la date de sortie de nos investisseurs. La plupart des retards aujourd'hui, eh bien, c'est des intérêts qui continuent d'être perçus par nos investisseurs sur une période un petit peu plus longue. Donc, on va dire que d'un point de vue investisseur, c'est pas très grave, si ce n'est qu'il récupérera ses fonds un petit peu plus tard. Et après, il peut y avoir certaines opérations où là, ça devient plus problématique. C'est-à-dire que, étant donné que le taux moyen il est de l'ordre de 10%, prolonger un programme de 12, 18 ou 24 mois de retard, ça peut coûter très cher. Et là, ça peut venir empiéter la marge, voire même nous mettre à risque sur le capital investi et les intérêts qu'on doit percevoir. Donc, on va dire qu'effectivement, des cas de figure de ce type-là, il y en aura. Statistiquement, quand tout le marché augmente et qu'il y a un nombre de plus en plus important d'opérateurs, de marchands et de marchands de biens et de promoteurs qui passent par notre intermédiaire, statistiquement, il y aura de la casse. Donc, on alerte évidemment nos investisseurs. Maintenant, l'enjeu, et ça, c'est ça qui est important, l'enjeu de nos investisseurs, eh bien, c'est de diversifier, c'est de répartir le montant qui est souhaité à investir sur notre classe d'actifs sur le plus grand nombre de lignes d'investissement pour faire en sorte qu'on neutralise éventuellement le risque d'une perte qui viendrait imputer fortement à la performance globale du portefeuille. Sachant que, encore une fois, pour nous, la plupart des retards finissent avec une majoration d'intérêt. Et quelques retards extrêmes pourraient nous amener à avoir des intérêts qui ne sont pas payés. Et encore pire, éventuellement, une perte de capital. Mais la perte de capital totale sur notre secteur, on ne va pas dire que c'est impossible, mais en tout cas, le risque est relativement mesuré. Donc, si on part sur une enveloppe, peu importe l'enveloppe, mais une vingtaine de lignes d'investissement, avoir un dossier qui ne produit pas d'intérêt parce qu'il a connu de grands problèmes, même il a subi une petite perte de 5% sur le capital investi. Si on a bien diversifié sur 20 lignes, eh bien le TRI, le rendement au final de ce portefeuille qu'on s'est construit sur la plateforme, au lieu d'être à 10, il sera peut-être à 9 ou à 8,5, et ça restera une performance exceptionnelle sur cette catégorie de Alors ça, c'est un sujet sur lequel on avait beaucoup insisté l'an passé aux émissions. Il faut beaucoup, un petit peu comme une SICAV ou comme un fonds, il faut beaucoup de projets différents. Et comme ça, quand il y a un souci sur un projet ou un retard sur un projet, ça ne porte pas à conséquence. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a 300 000 € à placer, il ne va pas les placer sur un ou deux projets où là, un retard pourrait être dramatique pour lui parce qu'il n'aurait pas son argent en retour. Et s'il y avait encore un problème plus grave sur le projet avec une perte d'intérêt ou une perte de capital, ce serait encore plus important. Donc, la diversification, on l'avait beaucoup vu. L'an passé, il y avait un sujet qui est assez récurrent, dont on avait évoqué ensemble et dont les plateformes étaient en train d'essayer de se saisir, c'est d'offrir quelque chose de moins rémunérateur avec plus de garanties, voire totalement garanties, et de travailler avec des compagnies d'assurance ou avec des fonds de garantie ou des choses comme ça.
Il y avait eu quelques articles dans la presse et puis on n'en entend plus vraiment parler. C'est toujours d'actualité? Alors, effectivement, il y a quelques assureurs qui se sont mis sur le créneau. Bon, on voit des premières typologies garanties qui, pour nous, n'ont pas vraiment d'intérêt, qui peuvent être des garanties hommes-clés, donc en cas d'accident du dirigeant. Alors, c'est quand même des petites structures et souvent, elles dépendent d'une personne, donc ça peut avoir un intérêt, mais elles sont souvent très coûteuses. Et deuxième typologie d'assurance qu'on a vu chez certains acteurs, c'est vraiment une assurance sur le capital investi. Et là, on se retrouvait sur des opérations où le coût de l'assurance était bien supérieur au coût de l'emprunt. Et du coup, effectivement, c'est quelque chose à arbitrer en termes de positionnement en tant qu'intermédiaire et conseiller en investissement, de dire est-ce que vous voulez effectivement faire du 2% en prêt obligataire immobilier et avoir une couverture totale avec un assureur, sachant que pour le promoteur, le coût in fine de l'opération, c'était simplement déplacer des taux d'intérêt d'un investisseur vers un investisseur. Et donc, nous, on a considéré plutôt prendre la position de dire on va bien sélectionner les opérations et les promoteurs avec qui on travaille, ne pas prendre ces assurances qui coûtent aujourd'hui très cher, et pour assurer ce rendement de l'ordre de 8, 9, 10% à nos investisseurs et pas proposer du 2 sur la plateforme. Alors peut-être que dans quelques années, les assureurs viendront à proposer des produits qui seront moins coûteux ou qui viendront garantir une partie du capital. Et là, il y aura un intérêt effectivement de dire sur la plateforme, on propose des produits qui sont garantis à 100%, à 50% ou pas du tout, et proposer, on va dire, une déclinaison de produits pour répondre effectivement à des besoins, des envies d'investisseurs. Mais en tout cas, c'est pas du court terme, c'est pas pour tout de suite tant que les assureurs sont trop chers. Donc la clé, on l'a dit, c'est diversifier en termes de zone géographique, diversifier en termes de typologie d'opération. On fait beaucoup de résidentiel, mais il y a de belles opportunités sur du commercial, du bureau, on va en parler peut-être si on a quelques minutes juste après, de la logistique et du commerce. Diversifier en termes de zone géographique, de typologie d'opération, marchand de biens, promotion. Et ça permet de se construire un portefeuille équilibré qui permet, en cas de défaillance d'une typologie d'actifs ou d'une opération, de maintenir une performance globale intéressante. Alors, vos cousins qui font de la dette privée, mais pas immobilière, certains ont réussi à monter des accords avec la Banque européenne d'investissement. Et cette Banque européenne d'investissement leur garantit des enveloppes, donc eux-mêmes regarantissent à leurs épargnants, un peu dans ce que vous disiez. Donc 70% du capital, 80% du capital est garanti. Quand on analyse avec eux les coûts, ces coûts sont très très faibles, sont vraiment des coûts très très faibles. Et vous, dans ce que vous nous dites, c'est que les discussions avec les assureurs feraient que ces coûts ne soient pas si faibles que ça, voire même trop élevés. Là, je pense qu'il faut distinguer effectivement les assurances qui existent sur le capital prêté de cette garantie donnée par la Banque centrale d'investissement. Donc là, on est sur un autre sujet que certains fonds ont obtenu parce qu'ils sont éligibles. Nous, en tant qu'investissement en direct, on n'a pas obtenu encore pour l'instant l'éligibilité. Peut-être que si demain, on monte un fonds qui permettrait d'avoir cette contre-garantie de la Banque européenne d'investissement, ça pourrait être le cas. Très bien. Alors, vous vouliez utiliser quelques minutes pour parler de bureau? Oui, alors on a une opération en ce moment, c'est pour ça qu'on peut en parler en deux mots. On lève cette semaine des fonds à hauteur de 2 600 000 euros qui sont rémunérés à hauteur de 10% par an pendant une période de 24 mois. Et il s'agit pour une fois d'une opération de promotion immobilière d'un ensemble immobilier de bureaux. On est sur Bayargues. Bayargues, c'est en première couronne de Montpellier, une zone commerciale, industrielle qui est facile d'accès, qui permet un accès facile à des salariés pour venir travailler. Et c'est un programme qui représente à peu près 4 400 mètres carrés sur 3 niveaux avec plus d'une centaine de parkings. Et l'opérateur qui vend comme du résidentiel en VFA. C'est ça qui est intéressant parce que ça lui permet de pré-commercialiser aujourd'hui 78% de son programme et de faire financer via les appels des fonds des VFA en grande partie ses travaux. Donc, on a aujourd'hui évidemment un permis de construire qui est purgé de tout recours et c'est un dossier qui pèse à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui va dégager 1 million d'euros de marge pour l'opérateur.
sur la structure du financement. Donc, le coût de revient, il est de l'ordre de 13 millions d'euros. L'opérateur en apporte 600 000 euros. Nous, on va compléter à hauteur de 2 600 000 euros en prêt obligataire. Et le reste est en fait financé par ces commercialisations, ces pré-commercialisations, ces appels de fonds des VFA. Ce qui nous permet aujourd'hui de proposer ce produit avec des garanties intéressantes. Comme on est le seul créancier du dossier, eh bien, on a une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier et l'ensemble des lots. On a également, dans ce cas, dans cette opération-là, une caution personnelle du dirigeant et une garantie à première demande de sa holding, donc c'est un équivalent de cautionnement de sa société. Et donc voilà, l'opération est disponible. Alors, on a déjà collecté 2 300 000 euros, il reste seulement 300 000 euros de place et on va clôturer cette semaine. D'accord. OK. Écoutez, c'est très bien. Merci pour ce retour. Donc, on voit que le secteur est en pleine forme, en pleine santé. Donc, on a parlé du présent. Je pense que pas de nuages, pas d'ombre. Pour l'instant, tout continue bien et la bonne santé perdure. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et c'est maintenant l'heure de terminer cette émission. Maël et Julien sont arrivés, ils nous ont rejoints et on va parler de l'article 750 ter du Code général des impôts. Alors, qu'est-ce que c'est cette bête? Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Bonsoir Bernard. Justement, cela ne surprendra personne, l'élection présidentielle nous offre un concours de propositions attractives pour se faire aimer. Mais c'est également l'une des surprises de la campagne présidentielle. À droite comme à gauche, les candidats ont mis la refonte de la fiscalité sur les successions au centre de leur programme. Alors à droite, on veut alléger le poids de ces impôts qui, contrairement aux idées reçues, touchent peu de gens, même si quand même cela génère 15 milliards de recettes annuelles pour l'État. À gauche, on veut plutôt rendre le système plus distributif alors que les inégalités se creusent entre riches et pauvres, mais surtout entre vieux et jeunes. Même si la Cour des comptes encourage vivement l'exécutif à augmenter les impôts pour se rapprocher des 3% de déficit, c'est le jeu de la campagne électorale. Donc, une des particularités du système français, c'est justement ce dispositif peu connu de l'article 757 ter du Code général des impôts. Et Julien, mon ami, va vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Bonsoir, Maël. Alors, Julien, cet article, d'abord, juste un petit peu revenir là, sur cette introduction sur les impôts et un peu cet enfer fiscal français des droits de succession par rapport aux pays qui nous entourent. Au Luxembourg, j'ai l'impression que ce n'est pas grand-chose, les droits de succession. Non, il n'y en a pas, tout simplement. On Voilà. dirait que vous n'avez pas de droit de succession, ou alors dans des cas, lorsque ça excède une certaine dévolution civile. Donc, si vous donnez plus à votre fils, ce auquel il aurait droit dans le cadre du droit civil, vous allez être imposable au droit de succession, mais à 2%. Voilà, au Portugal, il n'y en a pas non plus. En Espagne, je crois que ce n'est pas grand-chose. Alors, en Espagne, tout dépend des communautés autonomes, des 14 communautés autonomes, mais dans une grande majorité des cas, en ligne directe, donc entre parents et enfants, vous avez une exonération à hauteur de 99%, donc c'est rien du tout. En Italie, on avait eu l'occasion d'en parler l'année dernière quand on a fait notre tour d'Europe des impatriations, il y a un abattement d'1 million d'euros, et ensuite c'est 4, 6 ou 8%. En Allemagne, vous avez un abattement de 400 000 euros. Au Portugal, effectivement, vous n'avez pas de droit de succession. Vous n'en avez pas également au Danemark, vous n'en avez pas en Norvège, vous n'en avez pas en Suède, pour rester simplement au sein de l'Union européenne. La France, ça reste un enfer fiscal en matière de droit de mutation, parce que vous avez des taux quand même élevés. Vous êtes quand même rapidement à 30 ou 40%, et avec une tranche maximum entre parents et enfants à 45%, au-delà d'1,8 million, donc un seuil de déclenchement relativement bas, et puis des abattements entre parents et enfants, 100 000 euros tous les 15 ans, effectivement, vous avez vite fait le tour. En revanche, en France, on a quand même deux choses qui viennent fortement baisser la réalité des impôts, parce qu'il y a toujours l'impôt facial et l'impôt réel qui est payé à la fin. C'est le démembrement, cette capacité à faire des démembrements et à séparer l'usufruit de la nue propriété, et donc à démembrer des SCI, démembrer des biens immobiliers. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Par exemple, je discutais avec un notaire portugais il y a quelques temps, il m'expliquait que le quasi-usufruit n'existe pas au Portugal. Oui, c'est vrai. Alors, c'est normal, ils n'ont pas d'impôt, donc ils n'en ont pas trop besoin non plus. Mais ce que je veux dire, c'est quand même quelque chose qui nous aide beaucoup et qui réduit la facture pour beaucoup de citoyens, ou en tout cas pour beaucoup de gens qui résident en France, puisqu'il n'y a pas besoin d'être citoyen pour payer de l'impôt en France. Et ensuite, vous avez le pacte Dutreil aussi, alors qu'il a, c'est un coup de hache dans les droits de succession.
Ouais, c'est vrai que le démembrement de propriété, c'est une notion qui voyage pas forcément très bien, vous l'avez dit, mais en tout cas, au regard du droit fiscal français, le fait de ne payer que sur la nue propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier, bah, c'est vrai que c'est quand même un puissant levier. Plus vous donnez tôt, moins vous allez payer d'impôts parce que la quote-part de nue propriété sera faible. Et puis c'est vrai que le pacte Dutreil pour la transmission d'entreprise, dont on a fêté il a 20 ou 21 ans, il a été largement parfois modifié ou amendé, mais ça permet quand même, dans le cadre d'une transmission d'entreprise, le pacte du trade transmission, d'avoir une exonération à hauteur de 75%. Donc c'est quelque chose quand même qui n'est pas neutre. La particularité quand même du système de droit des successions français, ça reste quand même le 750 ter du Code général des impôts. Parce que le 750 ter du Code général des impôts, c'est quoi? C'est que vous êtes taxable au droit de succession en France si les biens ou les immeubles sont situés en France, premier point. Si le défunt est domicilié en France, ou, c'est des critères alternatifs, si l'héritier est domicilié en France. Donc vous héritez en France de votre tante à l'autre bout du monde, quand bien même elle décède, ou quand bien même vous ne l'avez pas vue depuis des années, et quand bien même elle décède dans un pays où il n'y a pas de droit de succession, parce que vous êtes héritier en France, et parce que vous recevez la succession en étant résident fiscal français, vous êtes imposable au droit de succession français. Ça, c'est une particularité tout à fait française. Quand vous êtes résident belge ou résident allemand, quand bien même vous recevez le patrimoine de votre tante en Espagne, au Portugal ou ailleurs, vous n'êtes jamais imposable parce que vous recevez le patrimoine par dévolution successorale. En France, c'est le cas lorsque vous héritez lorsque vous habitez en France et que vous héritez. Peu importe où est l'actif, peu importe où est le défunt, vous êtes imposable au droit de succession français. Ça, c'est une vraie particularité française. Hein. La France, elle impose tout le temps, elle taxe tout le temps. Les immeubles. Il y a quand même un point quand on a préparé l'émission. Domicilié en France, ça veut dire avoir habité en France 6 ans sur les 10 dernières années, c'est ça? Exactement. Alors c'est vrai que l'article, l'imposition au niveau des immeubles, ça reste classique dans les pays qui connaissent des droits de succession. Vous avez une maison en Italie, vous avez une maison en Belgique, parce que les Belges connaissent des droits de succession. Quand bien même vous résidez ailleurs, vous êtes soumis aux droits de succession en fonction du lieu de situation de l'immeuble. Ça reste relativement classique. De même pour les meubles, les parts sociales, c'est le lieu du siège social de l'entreprise. Vous avez une entreprise en Belgique, vous avez votre siège social qui est situé en Belgique, vous serez soumis au droit de succession belge. Donc ça reste relativement classique. Où la particularité et où la force attractive du droit français elle se fait, c'est véritablement quand vous êtes héritier résident en France et que vous avez hérité pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc, si vous avez résidé en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, vous restez imposable au droit de succession français lorsque vous héritez. Donc, ça veut dire que parfois, mieux vaut être un héritier rentier à l'étranger qu'un parent qui a créé sa fortune, avoir un parent qui a créé sa fortune en France. C'est un vrai problème, ça, clairement, puisque aujourd'hui, vous êtes résident portugais, vous avez un compte titre, par exemple, au Luxembourg, et vous avez des enfants en France, et ben, la France va pouvoir taxer. Oui, c'est là que cette particularité qu'on retrouve dans les clients qu'on rencontre, et on le voit souvent dans le cadre de clients français qui sont expatriés au Portugal, ils vous disent il n'y a pas besoin de réfléchir à une structuration patrimoniale. J'habite au Portugal, il n'y a pas de droit de succession au Portugal. Alors, il y a un droit de timbre sur les actifs immobiliers situés au Portugal, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais j'habite au Portugal, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, je n'ai pas besoin de réfléchir à ma transmission. Mais par contre, la plupart du temps, les enfants sont restés en France, ils sont majeurs, ils ont fait leur vie professionnelle ou personnelle en France. Parce que vos enfants sont en France, par définition, quand bien même vous décédez au Portugal où il n'y a pas de droit de succession, vos enfants en France seront imposables au droit de succession français. Ça, c'est une particularité parce que le Belge, je reprends l'exemple du Belge qui est expatrié au Portugal, il y en a quelques-uns, vous décédez au Portugal, oui, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, mais si vos enfants sont à Bruxelles, il n'y aura pas de droit de succession non plus en Belgique, alors que les droits de succession en Belgique, ils sont quand même assez importants. C'est vraiment cette particularité française du domicile de l'héritier. Et ça, on va apprécier pour notre paroisse, hein, si je peux me permettre, Bernard. C'est pour ça que nous, on accompagne beaucoup les clients qui se délocalisent, et notamment les clients français, avec une solution assurantielle. Donc l'assurance vie, ça permet d'optimiser la fiscalité successorale quand vous avez des bénéficiaires en France, notamment. En faisant un contrat d'assurance vie, par exemple, pour un résident portugais,
Si ces bénéficiaires sont en France, ça sera la fiscalité de l'article 990I du droit français qui permet d'avoir une fiscalité successorale plus douce. Donc la France n'abandonnera quand même pas son droit à taxer sur son sol, mais elle appliquera à un contrat luxembourgeois en l'occurrence la même législation que la législation française, donc c'est les 152 000 euros de totalement exonérés si on les a mis avant 70 ans, et ensuite une taxation plus souple qui va s'adapter. Si vous voulez contourner le 750 terres, cette force attractive du droit fiscal français, il y a deux possibilités. Première possibilité, il faut s'installer dans un pays qui a conclu avec la France une convention qui va donner compétence au pays de résidence du défunt. Il ne va pas y en avoir beaucoup. Des conventions sur les droits de succession, il y en a déjà assez peu, puisque par exemple, le Portugal, si vous n'avez pas de droit de succession, il n'y a forcément pas de convention fiscale sur les successions, bien évidemment. Je vous mets une piste, Trinidad et Tobago, il y a une convention. Alors, Trinidad et Tobago, il y a une convention, mais la convention donne le pouvoir au pays dans lequel il y a le défunt. Il y a le défunt, exactement. La plupart du temps, les conventions fiscales sur les successions, mais vous avez raison, il y en a assez peu, vont donner compétence pour le lieu de situation de l'immeuble, ça c'est normal, et puis surtout sur le lieu de résidence du défunt. Des conventions fiscales sur les successions, même si dans le pays où vous vous installez, il y a des droits de succession, il y en a parfois pas du tout qui ont été souscrits. Il y en a moins de 25 à peu près de mémoire. Il y a moins de 25 conventions. Donc il faut habiter dans un pays qui a conclu une convention avec la France, qui donne compétence exclusive au pays de résidence du défunt, ou alors, comme l'a dit mon acolyte, travailler en contrat d'assurance vie. Vous ne serez pas, vous l'avez dit justement Bernard, complètement exonéré au niveau de la taxation, mais vous ne relèverez pas des droits de succession, vous relèverez du 990, donc avec une taxation maximum à 31,25, comparé à 45% en ligne directe, très, très, très précisément des expatriés portugais, français au Portugal, qui ont encore des héritiers ou leurs enfants en France. C'est vrai que c'est souvent la bonne solution parce que les clients ils se délocalisent facilement aujourd'hui et on ne sait jamais où seront nos enfants au moment de notre décès. Aujourd'hui, les enfants bougent encore plus que les parents et c'est une vraie complication. Ça, le fait de retourner en France, forcément, c'est l'imposition au barème français qui est vraiment un des plus élevés dans le monde. On le voit sur nos clients, on parle toujours des gens qui quittent la France, mais vous avez encore fort heureusement des gens qui arrivent en France. On le voit sur de notre clientèle nordique, par exemple, des Suédois qui viennent passer leur retraite sur la Riviera française. Et bien évidemment, eux, ils sont complètement estomaqués quand ils voient le barème des droits de succession. S'ils viennent à décéder en France, alors là, ils sont défunts résidents en France, on sort un petit peu du 750, mais les enfants en Suède seront soumis aux droits de succession français, et eux ne connaissent pas les droits de succession en Suède, et ils voient les droits de succession français. Et au-delà d'1,8 million à 45%, quand vous vous installez sur la Côte d'Azur avec tout votre actif, que vous investissez, voire même en immobilier là-bas, on va dire que pour la clientèle qu'on cible, on y est quand même assez rapidement. Et la Suède, qui est un pays qui a plutôt une réputation d'être fortement fiscalisé, il n'y a pas de droit de succession non plus? Non, il n'y a pas de droit de succession en Suède, vous avez raison, ils fiscalisent fortement l'impôt sur le revenu, parce que je crois qu'on est en tranche marginale d'imposition à 55%, donc assez bas. Mais ensuite, ils n'ont pas de wealth tax, pas d'impôt sur la fortune, et ils n'ont pas aussi de droit de succession. Ce qui explique aussi cette lourde imposition sur l'income tax, sur l'impôt sur le revenu en Suède, explique pourquoi aussi vous retrouvez beaucoup de Suédois au Portugal sous le régime RLH, bien sûr. Là où nous sommes forts, les Français, parce que nous, on taxe. Il y a eu un changement, les Suédois vont perdre leur RLH. Oui, effectivement, du fait ils ont été pas mal challengés. Si vous conservez des attaches, ils sont quand même considérés. Ils ne peuvent plus bénéficier de la convention fiscale entre la France et le Portugal, effectivement. Mais bon, ils auront quand même une fiscalité qui sera moins élevée au Portugal qu'elle n'est en Suède. Mais c'est vrai que c'est là où la France est un pays particulier, puisqu'on est bon dans tous les impôts, si je puis dire. On taxe beaucoup les revenus, quand même, moins que certains pays, mais on a quand même un niveau moyen assez élevé. On taxe les successions, on taxe le gain en capital, donc on taxe un peu partout. Et puis les donations, on prend nos voisins belges, eux aussi ont des droits de succession quand même assez élevés, c'est 27 ou 30% suivant les régions. Bon, 30%, c'est un petit peu mieux que 45%, mais ça reste quand même un taux important. Sauf qu'en Belgique, vous pouvez donner à 3%, vous pouvez donner quasiment gratuitement. Alors qu'en France, si vous acceptez de donner, sauf si vous recourez, comme vous l'avez dit justement Bernard, au démembrement ou dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'un pacte Dutreil, vous allez être sur les mêmes barèmes. Donc, ou vous payez immédiatement les droits de donation avec un barème à 45 maximum, si c'est pour vos enfants, ou vous ne faites rien et vous décédez tranquillement, et là, c'est vos enfants qui paieront, mais
toujours à 45%. C'est là aussi la particularité, c'est qu'on ne favorise pas non plus spécialement les donations, puisque le barème est le même entre donation et succession. Allez, pour résumer, puisque c'est maintenant l'heure de la fin, donc quand on est au Portugal, on a la vie belle au niveau des successions. Quand on est en France, qu'on a nos héritiers en France ou qu'on a des immeubles en France qui vont être hérités ou que ce soit, c'est beaucoup moins drôle. L'assurance vie est une solution partielle, bien sûr, pas une solution totale, mais est une solution partielle. Et je vous renvoie tous à une autre émission qu'on avait fait où on avait parlé du démembrement. Donc, l'assurance vie, en démembrant la clause bénéficiaire, apporte des réponses à cette lourdeur. Et on verra si nos candidats à la future élection présidentielle vont nous apporter d'autres réponses, peut-être de meilleures réponses, peut-être de bonnes réponses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura de belles promesses. Et quelques mois après, on verra les réponses. Il est maintenant temps de vous quitter. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Et l'émission repassera la semaine prochaine comme d'habitude. Et dans 15 jours, ce sera une nouvelle émission. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt, bonsoir. La French Radio. Portugal.